Merci pour l'invitation. Comment faire pour une relance culturelle en Tunisie, donc après ce contexte particulier? Le contexte du Covid, il a permis une certaine digitalisation de l'administration dans plusieurs domaines et même dans le domaine des médias. On trouve maintenant des médias exclusivement sur les réseaux sociaux en ligne. Et je dirais donc cette relance peut-être devrait aller au-delà des fonds publics et destinés au théâtre national ou à la télévision nationale et aller sur le digital, investir ce domaine et permettre aux créateurs de contenu et aux artistes de s'exprimer librement hors la période de Ramadan sur toute l'année et d'une façon beaucoup plus libre parce que sur le digital on est libre de faire le format qu'on veut, de faire la création qu'on veut, on ne dépend pas des 26 minutes, 52 minutes qu'on demande à la télé ou de sponsors qui voudraient dire ce mot ou ce mot. Et donc si jamais il y a un fonds de relance culturelle, d'ailleurs on a entendu parler de ce fonds qui se prépare à travers le ministère de la Culture et j'espère que les privés s'y mettront aussi, ces fonds-là devront encourager les artistes et les créateurs de contenu sur le digital et ça c'est très important pour les jeunes. Mais aussi il y a des nouveaux arrivants qui sont essentiellement des jeunes avec des nouveaux formats. Et donc je rejoins l'idée de départ qui est le digital. Et donc sur le digital, on trouve des nouvelles œuvres, des nouvelles créations qu'on trouve pas qu'on ne voit pas à la télé, qu'on ne voit pas ailleurs ou dans le théâtre, dans le cinéma. Et donc c'est une question de format, mais c'est aussi une question de fond. Ça veut dire ces jeunes-là, ils ont d'autres sujets, ils apportent de nouvelles thématiques qui leur est propre. Et on trouve des créations sur le digital par rapport, par exemple, à Sayeb Rokhsa, donc ou à l'immigration, ou au problème, ou la loi 52, par exemple. Et donc c'est aussi ces nouvelles thématiques pour englober cette nouvelle jeunesse qui arrive sur le marché culturel. C'est un nouveau souffle, donc on a besoin de nouveaux entrants. Et en Tunisie, on a l'impression que les créateurs de contenu ne sont pas intégrés à la sphère culturelle. C'est-à-dire ça reste des youtubeurs ou un activiste sur Facebook ou sur Instagram, alors que ces jeunes-là, et je trouve que le Premier ministre il a bien fait d'inviter des gens de la sphère de YouTube, d'Instagram à sa réunion. Et donc, il faut intégrer cette sphère-là qui a son modèle économique, qui a son public et surtout qui pèse beaucoup sur l'opinion publique. Alors, si l'État est le seul acteur pour une relance économique, non. Les privés aussi devront s'y mettre. Les privés, il faut savoir qu'il y a de nouvelles formes de sponsoring, ce qu'on appelle le native advertising. Donc maintenant, les marques, si on voit dans le monde, on fait plus de la pub, c'est-à-dire un spot publicitaire, on va dire bête et méchant, premier degré, mais on passe par de nouveaux formats. Et donc, ils ciblent des artistes, des gens, de créateurs de contenu qui ressemblent, qui partagent leurs valeurs. Et à travers ces créateurs de contenu, ils vont pouvoir diffuser des messages qui ressemblent aux valeurs de la marque. Et donc, en associant sa marque à ces créateurs de contenu, à ces valeurs, le public s'approprie la marque. Et ça, c'est beaucoup plus important de s'approprier une marque que juste de la voir passer quelque part sur Facebook ou à la télé. Et ça, c'est une nouvelle forme de publicité moderne et beaucoup plus impactante selon les études auprès du consommateur. Alors, si on veut inclure la sphère privée, donc la sphère privée, c'est des investisseurs. C'est des investisseurs qui attendent aussi ça veut dire qu'ils vont investir dans un projet, ils attendent des retombées économiques. Et ça, c'est tout à fait normal. Et donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est une nouvelle forme de communication. C'est une communication beaucoup plus stratégique, parce que le message, il est aussi important que le messager. Et donc, au lieu de s'adresser directement à notre cible, on passe par des influenceurs, on passe par des créateurs de contenu qui sont les relais de nos messages, qui vont être nos ambassadeurs. Et c'est eux qui vont ramener donc plus de consommateurs qui partagent les valeurs de la marque. Et c'est tout à fait normal aussi qu'un investisseur pense aussi à la retombée économique derrière son investissement. Quand on dit communication, il ne suffira pas de mettre son logo ou mettre des affiches ou faire la communication dont on a l'habitude, institutionnelle ou un spot publicitaire. Il faudra réfléchir à de nouveaux moyens de communiquer. Et maintenant, si on ouvre, il suffit de regarder YouTube pour voir des façons de advertising beaucoup plus intelligentes
que ce qu'on voit maintenant à la télé ou dans d'autres médias. Alors la relance d'abord doit être donc une volonté politique, donc on doit réouvrir les salles, on doit réencourager les spectacles, bien sûr pour créer une dynamique. Parce que aussi on ne peut pas non plus créer à partir de rien, il faut relancer cette dynamique et en fait c'est un écosystème à travailler. Donc en ouvrant les salles, en sponsorisant des spectacles par le public, il va y avoir des synergies entre des acteurs de l'écosystème qui vont interagir ensemble, qui vont convaincre un sponsor privé et c'est comme ça que cette relance puisse se faire. Donc il ne suffira pas d'investir juste d'ouvrir les salles, il faudra créer tout l'écosystème autour. Et donc encourager, inclure les journalistes, les créateurs de contenu, les techniciens, les vidéastes et tout ce beau monde-là, il pourra interagir entre eux et créer de nouvelles opportunités qui pourront ramener des bailleurs de fonds publics, des ONG, donc comme certains bailleurs de fonds, mais aussi des acteurs privés qui pourront être intéressés par être acteurs aussi de cette relance culturelle. C'est un triangle, je vais dire que c'est un triangle qui doit commencer par l'État, bien sûr, une volonté politique d'encourager ces initiatives. Et après, il y aura la société civile et les privés qui vont prendre le relais et interagir ensemble pour pousser plus à la création et à cette relance culturelle. Pour que la jeunesse intègre ce nouveau élan, il faudrait innover dans ce qu'on propose sur la scène culturelle. Il faudrait, comme j'ai dit au départ, s'intéresser à ce qui se passe sur le digital, s'intéresser aux thématiques qui touchent la jeunesse et comme ça on pourra avoir plus à faire un appel à projet et un appel pour tous ces jeunes-là qui ont quelque chose à dire, mais aussi ils ont de nouvelles formes à penser et de nouveaux formats à proposer. Comment aller vers ces jeunes? Ça, c'est la grande question qui se pose par les acteurs publics, par les acteurs privés et aussi les bailleurs de fonds. Alors, il ne suffira pas de produire un message qui, comme j'ai dit, il ne suffira pas de produire un message qui s'adresse aux jeunes. Il faut aussi travailler la forme. Ça veut dire, nous, maintenant, dans notre entretien, on aurait pu écrire un article, mais on se met au format vidéo pour toucher plus une jeunesse qui est connectée et qui consomme les vidéos sur leur téléphone. Et donc voilà, il faudrait aussi que l'État il s'adapte à cette nouvelle forme de communication pour la jeunesse. Il faudrait adopter un ton plus léger, plus cool, plus jeune en fait, et moderniser un peu la communication. Et donc il ne suffira pas d'avoir un bon programme, il ne suffira pas d'avoir une bonne relance, une bonne stratégie. Il faudra aussi penser à comment s'adresser aux jeunes. Et donc si on s'adresse à des jeunes d'un certain milieu, il faudra parler leur langue, il faudra passer par des influenceurs que eux aiment et préfèrent. Il faudra aborder des sujets à qui ça intéresse. Il faudra aussi dire que les jeunes, ce n'est pas juste une masse homogène. Les jeunes, c'est plusieurs jeunes avec plusieurs valeurs. Et donc, il faudra segmenter aussi cette jeunesse et parler avec la jeunesse dont on a envie de parler. Et donc, il y aura des projets qui vont s'adresser à une certaine jeunesse et il y aura d'autres projets qui vont s'adresser à une autre jeunesse. Et il faudra bien avoir à l'esprit que c'est pas la jeunesse, les jeunes, c'est pas une forme homogène à qui on s'adresse. On ne prend pas un café avec les jeunes, non, on prend un café avec un jeune différent des autres. Et c'est comme ça, en identifiant ces groupes de jeunes, on pourra adapter notre communication à ces différents groupes. Alors oui, l'État tunisien, j'espère que le contexte du Covid, il a permis à une certaine digitalisation de l'administration et j'espère que cela suivra avec une certaine transformation de la communication, donc une certaine modernisation aussi de la communication de l'État, mais aussi des acteurs publics. On commence à voir ça dans les privés. Donc les privés, on voit qu'il y a des privés qui commencent à moderniser leur communication, qui passent par des canaux de YouTube. Maintenant, on trouve des Facebook Ads ou des YouTube Ads donc sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et maintenant, aux acteurs publics de suivre cette dynamique. C'est une mutation très importante dans la façon de penser nos projets. Comme j'ai dit, il ne suffira pas de faire un bon projet pour que ça marche. Il faut aussi savoir communiquer dessus. Et communiquer dessus, ce n'est pas faire un spot publicitaire ou faire des affichages urbains. Parfois, avoir le bon message avec le bon ton, il pourra ramener et être beaucoup plus impactant chez la public cible, qui sont les jeunes notamment. Alors, est-ce que ça va est-ce que ça va diluer le message culturel? Alors, il ne faut pas avoir peur de ça. Parce qu'il faut aller dans la vulgarisation. Et plus on va toucher une jeunesse, plus on a des chances pour que des gens
grimpent l'échelle et arrivent en haut justement à cette pensée culturelle, à ce fond bien profond et au message. Mais il ne faut pas se désengager de ces jeunes qui voudraient juste avoir consommer la culture. Il faudrait vulgariser la culture, toucher le maximum de gens et de toute façon ceux qui vont gravir l'échelle et aller jusqu'en haut du message, il y aura toujours des gens dans cette sphère-là. Et donc il ne faut pas avoir peur de démocratiser la culture. C'est comme si on disait si on fait l'école pour tous, est-ce que ça va diluer l'école? Est-ce qu'il faut avoir que des écoles pilotes en fait, ou que des universités très cotées? Non, il faut avoir des écoles pilotes, mais il faut aussi avoir des écoles normales qui accueillent des jeunes. Et ces jeunes-là pourront à la suite, ça veut dire la culture aussi, on peut ne pas devenir pro de la culture, mais la culture peut nous aider dans la vie de tous les jours, développer notre esprit critique. Moi, si je consomme un film, si une pièce de théâtre me touche, je pourrais regarder mon quotidien autrement, je pourrais avoir des réflexions par moi-même et ne pas se soumettre au message du politique, par exemple. Alors, le statut de l'artiste, qu'est-ce que j'en dis? Alors, par mon travail avec les artistes, et on voit ça aussi chez les artisans, ce n'est pas des prestataires de services, c'est des gens qui travaillent, qui donnent de leur personne. Et parfois, ils sont sur des projets et ils sont très vulnérables pour tout ce qui est paiement et protection de leurs droits. Alors moi, pour moi, le plus important, c'est de sécuriser les paiements des artistes. Maintenant, on voit des plateformes sur Internet qui regroupent des artistes avec des acteurs, par exemple, de l'événementiel ou des acteurs de la communication. Et le paiement se fait à travers cette plateforme. C'est ce qui garantit, par exemple, le paiement de cet artiste. Ça, c'est en premier, il faut vraiment penser et faciliter les paiements, on parle de PayPal, on parle de paiement en ligne, il faut vraiment faciliter ça pour que l'artiste soit protégé et ne dépend pas d'un chèque ou ne dépend pas d'une banque ou de la bonne volonté de l'acteur privé ou de l'acteur public. Ça, c'est de 1. Et de 2, étant dans les médias, les artistes souffrent beaucoup des droits d'auteur. Donc ça, en Tunisie, on a un grand travail à faire pour protéger les droits d'auteur. On a même des institutions publiques et même des grandes marques qui se permettent de prendre une photo ou un contenu d'un artiste sans le consulter, sans le payer. Et ça, c'est juste inacceptable. Et il faudrait que la loi se renforce et il faudrait surtout veiller à l'application de cette loi. Alors maintenant, en tout cas, au jour d'aujourd'hui où on fait la vidéo, on parle d'un nouveau projet de loi sur l'auto-entrepreneuriat. J'avoue que je n'ai pas vu le projet de loi, donc je ne suis pas expert là-dessus, mais je pense que la philosophie de la loi va dans le sens de donner une existence juridique et réelle à l'artiste. Donc un artiste, il pourra être auto-entrepreneur, il pourra participer à payer des impôts, mais aussi à avoir sa propre structure et exister en tant que citoyen, et non juste quelqu'un de marginal qui essaie de subsister au jour le jour. C'est le monde moderne. Ça veut dire, j'ai aussi des amis réalisateurs qui souffrent de la même chose et ils me disent, je ne peux pas me consacrer à 100% à la réalisation parce que je dois aussi gérer la comptabilité, je dois gérer, payer les techniciens. Et donc, en fait, maintenant, le monde moderne fait de nous des entrepreneurs, des artistes entrepreneurs. Même moi, en tant que consultant, donc, je dois gérer aussi ma comptabilité, je dois gérer des paiements. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui va avec le monde moderne. Après, on parle aussi de l'économie sociale et solidaire, donc ce qui permet à des artistes aussi de se regrouper dans une coopérative et ils pourront, grâce à leurs revenus, mutualiser leurs revenus et peut-être payer un comptable qui va gérer aussi toute cette paperasse et les laisser vraiment focus sur leur création. Et donc voilà, les lois, en tout cas le politique, le Parlement est en train de changer quelques lois, aller dans le bon sens, le sens positif. À nous de prendre conscience de ces mesures, de ces nouvelles lois, de les appliquer et d'en faire bon usage. Quels sont mes projets pour le futur? Alors étant consultant en communication, j'interviens auprès des ONG et je forme des politiques sur la communication politique. Mais je vais vous parler d'un autre projet dans lequel je m'inscris, qui est plus dans l'ordre du culturel, et c'est Look.
Donc Look TM, c'est un média sur les réseaux sociaux. C'est parti d'un constat que 80% des jeunes consomment l'information à travers les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et YouTube. Et donc on s'est dit on va lancer un média sur les réseaux sociaux, là où notre public des 15-35 ans y sont. Partant de ce constat, on a développé ce média, on s'adresse aux jeunes, on a parlé de Cyber Rorsa, on a parlé de la loi 52, on a parlé de choses qui intéressent vraiment cette jeunesse. Pendant Ramadan, on a développé une série, El Khayat, qui a eu beaucoup de succès. Et le déclic, alors, ce qui est intéressant là, pour nous dans cette vidéo, c'est le déclic qui s'est passé pendant Ramadan. C'est la première fois qu'une fiction passe sur les réseaux sociaux et non sur la télé et qui arrive à avoir des sponsors. Donc on a eu des sponsors que je remercie, qui étaient un budget important, sensiblement similaire à un budget télé. Et ça a permis de payer les artistes, les techniciens qui ont travaillé pour ce feuilleton. Et c'est ce qui ouvre donc la voie maintenant à produire d'autres feuilletons. Donc maintenant on a une demande d'autres sponsors pour produire des feuilletons sur toute l'année. Et ça c'est génial parce qu'on ne va pas attendre Ramadan pour faire quelque chose, on va travailler à l'année, on ne dépend pas de la télé, des formats télé, on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on est en train de réfléchir maintenant. Donc par rapport à Look, on va développer de nouveaux formats ça va permettre à de nouveaux créateurs de contenu, mais aussi d'artistes pour travailler tout au long de l'année et surtout pendant l'été et à la rentrée. D'ailleurs, dans cette dynamique, il faut savoir que Saad Lousliti, le réalisateur de L'Harqa, il va passer son feuilleton à la rentrée à partir d'octobre. Il ne va pas attendre Ramadan pour le passer. Et ça, c'est un nouveau renouveau. On peut même parler d'une relance culturelle dans l'audiovisuel. Pour mon travail, le contexte du Covid-19, il a montré que la communication était un point très important. Alors j'avoue que la première semaine, je me suis demandé, la première semaine du confinement, je me suis demandé, est-ce qu'on aura toujours besoin de communication? Est-ce que maintenant on va laisser la place à des métiers peut-être plus plus sur le terrain, comme nos soldats, les médecins, la police? Et il s'est avéré tout de suite après que la communication et la culture aussi va de soi avec ces métiers-là et que des ONG qui travaillent sur la médecine nous ont contactés justement pour communiquer, pour être plus impactants sur le terrain. Et ça, c'est grâce à la communication. Qu'est-ce que je lis en ce moment? J'avoue, par mon travail, les lectures que je fais, c'est généralement autour de la communication stratégique et la communication politique. Donc, c'est surtout des livres qui me seront utiles dans mon travail. Mais sinon, comme œuvre culturelle, et là, je remercie beaucoup la plateforme Artify qui nous permet de regarder des films tunisiens. Des courts-métrages, mais des films aussi qu'on n'a pas pu voir à la salle ou qu'on a oublié, qu'on a envie de revoir. Et d'ailleurs, avec Artify, ils nous ont rejoints sur Look pour produire une capsule. Chaque semaine, on va parler d'un film qui se retrouve sur Artify. Et ça, c'est juste génial de pouvoir regarder un film tunisien, de pouvoir l'analyser et de pouvoir montrer qu'on a de très bons réalisateurs, mais aussi de très bons acteurs. Et que le film tunisien, c'est pas... Alors, on parle de films, mais aussi de films courts, de courts-métrages, mais aussi de documentaires. Et ça permet aussi de montrer qu'en Tunisie, on a des talents sur qui on peut parler, sur qui on peut... voilà, je vous invite à aller regarder Artify. Moi, c'est ce que je fais. Donc, quand je regarde un film, je préfère Artify que Netflix parce que justement, ça parle de choses qui nous touchent au quotidien. Donc, il y a de super bons documentaires. Le dernier que j'ai regardé, c'était Ouled Ammar, qui parlait de blogueurs après la Révolution. Et vraiment, le contexte d'aujourd'hui nous rappelle beaucoup le contexte post-révolution et ça, c'est très important dans la compréhension du quotidien aussi et de notre contexte actuel. Ça nous ramène sur la notion de relance, relance culturelle, mais aussi relance, je vais dire politique, mais aussi relance sur la pensée aussi, la pensée tout court, parce qu'on pense notre quotidien, on pense notre politique, on est en train d'établir la base d'une démocratie, mais aussi la base de cette Tunisie qu'on voit en 2025, en 2030.